Putain, arrêtez ça. Pardon. De suite. Il y a encore trop de lumière. On peut faire baisser les rideaux pour voir un niveau plus acceptable? On t'a taillé un costard il y a quelques semaines et tu oses te ramener ici? Écoutez, c'est le bureau des clichés, non? Je voudrais savoir en quoi mon existence est un cliché. Ce n'est pas tant toi qui es un cliché, mais plutôt tous tes prédécesseurs qui ont mené à toi. Les vampires, je crois que niveau ni un cliché, on se pose sur un des nombreux boss qui peuplent cet univers. Sincèrement, je crois que même avec les aliens, c'est une balade de santé avec eux. Bon, il faut savoir que le vampire a plusieurs origines, qu'elles soient d'abord bibliques, avec entre autres Lilith, bien qu'elle ne soit mentionnée qu'une seule fois, ou encore avec ses origines dans le Talmud, en faisant une succube s'attaquant aux humains. Mais le cas de Lilith est assez particulier et n'a plus grand chose à voir avec le vampire que nous connaissons actuellement. Mais il est intéressant de voir que sa genèse provient des Akkadiens, en tant, entre autres, que démons du vent, sortant essentiellement pour voler l'essence vitale des hommes. On peut voir aussi avec l'épopée de Gilgamesh, mais là rien n'est moins sûr et le sujet reste à controverse encore de nos jours. On comprend un peu mieux l'idée qu'on pouvait se faire des tout premiers vampires, ou démons, parce que le terme vampire lui viendra beaucoup plus tard, et qu'ils furent alors déjà associés à la nuit et surtout quelque chose de maléfique. Quant au reste, il sera ajouté beaucoup plus tard, vers le XIIIe siècle notamment, donnant un second souffle au mysticisme religieux dans la Kabbale. Parce que bon, quand on peut recycler, faut pas se gêner, soyons clairs. Le vampire a une origine divine? On y reviendra. Dans l'Antiquité, la mort a toujours une place prépondérante, que ce soit avec ce qui deviendra dans la Grèce antique, les lamis, mais aussi les ampousa, et le terme qui nous intéresse aujourd'hui, les striges. Les striges sont des créatures mi-humaines, mi-oiseaux, avides de sang, mot que l'on retrouvera dans le mot strigoi, le mot roumain pour vampire, normalement si je ne dis pas de bêtises, qui aussi en albanais se dit striga, et en slave, zdriga. Beaucoup de créatures chez les Grecs utilisent le sang, mais nous garderons là l'histoire des striges. Car il est vrai qu'avec entre autres la linguistique et le côté mi-oiseau, mi-humain, ça a fini par désigner ainsi une partie des vampires à cause de cette légende à se métamorphoser en chauve-souris. Mais on peut y voir aussi une coïncidence. Mais j'aime beaucoup les ressemblances que l'on trouve entre les deux. Surtout quand on sait que l'on admet que le terme de Nosferatu désigne un vampire depuis de nombreux siècles dans les pays slaves. Alors, certes, ça devient un petit peu fouillis quand on y réfléchit 2 secondes, mais dans l'absolu, je trouve que ça se tient. Donc mon origine est celle d'un pierre humanoïde volant le sang pour se nourrir? Disons que c'est la base, après il y a eu des évolutions. La mode du vampire disparut des royaumes européens d'Occident, avec entre autres la chrétienté on pense, et se développa beaucoup chez nos amis slaves, et cela prit une ampleur assez importante à partir du XIe siècle où il y eut donc une véritable explosion du phénomène. Pour cela il faut comprendre que le vampire slave est quelque peu différent de ce que nous connaissons actuellement. En Europe, on parlera beaucoup de Gilles de Ré comme étant un cas de vampirisme probable, mais bon, il a pris tellement d'accusations à travers les dents qu'à un moment donné, moi-même, j'ai plus envie de trier le vrai du faux dans tout cela. D'ailleurs, c'est à se demander si Gilles de Ré ne mériterait pas un numéro spécial sur les clichés, c'est pour vous dire. Mais ça serait oublier l'Angleterre qui brûlait des corps aussi à tout va au IIe siècle pour cause, soi-disant, de nombreux cas de vampirisme. Et cela fut fait apparemment pour calmer les esprits des paroissiens. Petit aparté, le vampirisme ne fut reconnu qu'officiellement par l'église catholique en 1984 par Innocent VIII dans une bulle pontificale, avec la démonologie. Tout est lié. La définition du vampire s'étoffa au Moyen-Âge, se rapprochant un peu plus de ce que nous connaissons actuellement. Je ne parlerai pas de Vlad III Bazarab dit Tépès, qui est devenu le comte Dracula de Bram Stoker au 19e siècle. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'ayant jamais vraiment séparé la légende due aux détracteurs de l'époque et le personnage de fiction de l'écrivain sont légion. Mais on reviendra sur Dracula un peu plus tard. Mais aussi, je pourrais parler de la comtesse Bathory, avec ses célèbres désormais bains de sang, et autres cruautés du genre à faire vomir quelques-uns des estomacs les plus solides. Mais encore une fois, tous ces faits ont été démontés au fur et à mesure, car beaucoup de ce qui a été prêté à Elisabeth Bathory semblait surtout prendre racine dans une opposition voulant lui prêter tous les maux du monde. Rien de tel dans ce cas que l'analogie du vampire. Mais malheureusement, l'image resta encore au XXe siècle, pour cause de sensationnel au cinéma, mais aussi de reportages bidons. L'histoire offre quelques exemples, et aucun n'est plus universel que celui d'Elisabeth Bathory, la sanglante comtesse hongroise. Au début du XVIIe siècle, cette aristocrate s'est engagée sur un chemin morbide. Plus de 600 jeunes filles, vierges, y auraient trouvé la mort,
vidés de leur sang. Les rituels étranges de cette comtesse ont personnifié le vampirisme. D'accord pour la comtesse Bathory et Vlad Tepes, c'est des cas particuliers. Alors pourquoi en parler encore de nos jours? Tout simplement parce qu'à force, ces histoires romancées ou historiques ou mythologiques ont servi de base pour l'évolution vers la mythologie moderne. Depuis, des cas de vampirisme furent mis en avant, surtout vers le XVIIe et XVIIIe siècle en Europe centrale. Encore et toujours, j'ai envie de dire. Mais nous allons délaisser là tous ces cas de vampirisme qui ont été décrétés à travers le monde pour nous intéresser aux vampires dits modernes qui arriva avec... Bram Stoker est désormais mythique Dracula. Et non, je vais parler là de John William Polidori, en 1819 avec Le Vampire. Car bien que cette créature surnaturelle servît de base à certaines histoires, on considère que la première histoire de vampire qui cartonna fut cette histoire écrite lors d'un défi face à Mary Shelley, qui elle écrivit Frankenstein, excusez du peu. Mais le cas du vampire fut déjà abordé dans des poèmes, que ce soit en 1748 par Heinrich Augustin von Ossenfelder, nommé sobrement Der Vampir, mais aussi par Johann Wolfgang von Goethe, avec la fiancée de Corinthe. Donc oui, le vampire a une certaine forme d'origine story avec l'Allemagne dans sa forme moderne. Le mouvement gothique prit son essor en 1764 par Horace Walpole avec le château d'Otrante. Mais tous ces récits furent plus ou moins mis à l'écart avec les trois œuvres majeures que nous avons eues au 19e siècle, le vampire de Polidori en tête. Il existe néanmoins un cas intéressant, c'est Carmilla, écrit en 1872 dans une Angleterre très puritaine, où le vampire est présenté comme victime de son état, et aussi accessoirement lesbienne, dans un moment où l'homosexualité était condamnée très fermement. C'est le deuxième livre que beaucoup mettront en avant dans cette sainte trinité de livres gothiques sur le vampire. Et pourquoi celui-ci particulièrement? Tout simplement parce qu'il va à l'encontre du fameux « Faites des gosses et fermez-la ». Glaçant. Ironique, n'est-ce pas? Puis arrive le roman le plus connu du monde vampirique, le Dracula de Bram Stoker. Mystérieux, présenté par le biais de Van Helsing, tout le temps suggéré mais jamais montré, il apporte la touche finale qui donnera finalement ses lettres de noblesse au vampire, mais aussi malheureusement sa perte. Je suis pas d'accord, le cinéma a de bons films de vampires. Certes, oui, certes, mais il y a des travers. Et oui, le cinéma, encore une fois, arriva et fit son œuvre. Alors autant avec Nosferatu et le Dracula de Bela Lugosi, nous n'avons pas grand chose à dire. Non, en fait si. Mais là nous arrivons au même constat que pour les films avec les aliens. Le cinéma abusa d'une iconographie qui ridiculisera le vampire. Créature caricaturale qui finit même par être moquée par Roman Polanski avec son bal des vampires. Est-ce que les sons changèrent malgré tout? Oh que non. Rares sont les films de vampires qui valaient le coup en ces temps-là. Et malheureusement, c'est un peu pareil pour la littérature et les séries. Évidemment, j'aurais pu parler aussi des Prédateurs avec Catherine Deneuve et David Bowie. Ne soyons pas non plus de mauvaise foi et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le vampire fut cantonné à la série Z et au nanar, et le carnage eut lieu. La mode était plus sur les films d'action ou les films policiers, et non sur du vampire victime de films au rabais, le représentant comme une créature solitaire buvant du sang de vierge, car scénarisé par des petits malins en manque d'inspiration, et qui finirent tous par se recopier les uns les autres, créant ainsi une spirale sans fin. Et pas aller jusque-là quand même. Ici, malheureusement, les films de ce genre étaient extrêmement faciles à produire et pour tous les petits budgets qui ont atterri en masse sur les directs de tout vidéo, faire un film de vampire, c'était la grande facilité. Pauvre Christopher Lee, qu'est-ce qu'il a ramassé? Depuis, effectivement, il y a eu du mieux, surtout avec les années 1880 et 1890. Mais attention, pour beaucoup, on reste sur du vampire classique, avec un des plus grands changements qui viendra du monde du JDR avec Vampire la Mascarade, mais aussi avec la littérature qui divisa le monde du vampire en deux catégories. En effet, Vampire reprit la création du vampire à son compte avec l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn et créa des lignées de vampires toutes différentes les unes que les autres. Sacrifie un truc en mon nom. Tiens, j'ai un mouton. Il pourrait me servir, mais c'est tout ce que j'ai de plus précieux. Et je le gâche en ton honneur. Ok, c'est con, mais pourquoi pas. Bon, au passage, t'as créé le méchoui. Et ça, j'aime. Et toi, Cain? Je mange pas de viande, mais je t'offre mes plus beaux fruits. Sérieux, Cain? T'es chiant avec ton mécanisme. Je veux du sang frais. Bah, prends mon frère, je l'aime plus que tout. Occupe-toi de lui comme je me suis occupé de lui. T'es sérieux, Didier? Allez, fous-moi le camp, tu mérites pas ma sainte lumière. Enfoiré. Oh putain, tu me gonfles. Bon, j'ai quoi comme malédiction encore disponible? Bah tiens, tu boiras uniquement du sang humain. Voilà, c'est là une malédiction. La religion c'est génial.
Des raffinés et amateurs d'art que sont les toréadors, aux politiciens tentaculaires que sont les ventrus, aux proches de la nature et de la métamorphose que sont les gangrels. En fait, chacun des 13 clans de vampires ont chacun leurs attributs s'inspirant des divers contes et légendes mondiaux, allant même jusqu'à reprendre les histoires de vampires chinois. Puis arriva 1992 avec un film que beaucoup considèrent comme mythique encore de nos jours, le Dracula de Francis Ford Coppola, qui réintroduit un côté classe et mystique du vampire. Alors qu'en face se trouvaient encore les hordes de vampires assoiffés de sang, comme dans Vampire de Carpenter en 1998, qui est lui tiré d'un roman de John Stingley. Et du côté d'Anne Rice? C'est là que les soucis commencent. Il faut savoir qu'Anne Rice avait une idée précise de ce qu'elle voulait montrer, les vampires sous un autre jour, et pas seulement comme la créature maudite par Dieu, maléfique au possible, mais plus proche d'un éphèbe épicurien s'ennuyant à en mourir et décidant alors de faire connaître son univers à un journaliste. Attends, donc ça vient d'elle mon côté romantique? En partie, mais dans ton cas on s'éloigne un petit peu de l'univers du vampire. En fait, depuis le milieu des années 1990, entre la sortie de Vampire la Mascarade et les succès d'Anne Rice, il en fallait peu pour qu'on puisse se rendre compte que le cinéma et la littérature, ils avaient un petit peu merdé et bien comme il faut, et que Dracula, ce n'est pas que des films bon marché caricaturaux à l'extrême. Bon, après il faut dire, les séries ne furent pas en reste, parce que même si on notera quelques apparitions de vampires dans le conte de la crypte, c'était très inspiré des pulps des années 50 et 60. Mais il arriva une série qui expédia moult vampires de vie à trépas. Le cas de Buffy est un peu particulier, adulé par certains, détesté par d'autres, autant dire qu'elle ne laisse personne indifférente. En ce qui me concerne, je suis un peu passé au travers, mais c'est pas pour autant que je vais cracher dessus. Il y a d'excellentes idées pour une série des années 90, néanmoins elle utilise beaucoup de codes de vieux films de vampires et les retourne pour les ridiculiser, et se forger ainsi son propre univers avec son propre mythe du vampire. Et là ce fut la période de la foire, avec du vampire en veux-tu en voilà, parfois intéressant mais souvent mal exploité. Il a fallu attendre après les années 2000 pour pouvoir arriver la nouvelle génération. Ta génération, Edouard Cullen. On peut en discuter, hein, j'y suis pour rien moi. Puis il y a eu Underworld avant moi. Oh, j'avais presque réussi à les oublier ceux-là. Ah, Underworld avec moult clichés, puis on enchaînera des années plus tard sur Twilight, Shadowhunter, Vampire Diaries, et je pense que l'on arrive dans les tréfonds avec Chica Vampiro. toute une série visant à faire passer des vessies pour des lanternes pour toucher un cœur de cible, les adolescentes en mal d'amour. Attends, tu veux dire que ma raison d'être c'est de... On en parle de Bella? Ah ouais, vu comme ça? Oui, c'est ridicule. Alors on va dire que sur la chaîne nous faisons un point de fixation, mais quand on passe d'un JDR ou d'un univers complet où les vampires sont traités comme ils se doivent, c'est-à-dire comme des créatures surnaturelles, terriblement dangereuses, qui remplacent le secte par autre chose avec le temps, bah oui, ça bande plus, faut pas déconner non plus. Donc à un moment donné, il faut bien remplacer leur non-vide blasé par quelque chose. Il faut voir que nous sommes à une période où le vampire évolue encore et toujours pour ressembler à l'époque où il est utilisé. Ce qui est dans un sens un peu paradoxal pour une créature surnaturelle qui est censée rester bloquée dans le temps où il est né, formant un décalage entre avant et maintenant. Sauf qu'il y a parfois un souci. En effet, quand on prend beaucoup d'histoires de vampires modernes, ce sont souvent d'anciens vampires relativement âgés qui se sont parfaitement intégrés à leurs environnements, qui cohabitent pacifiquement avec des humains la plupart du temps. Et c'est un ou une humaine qui va débarquer au milieu et qui va montrer que les vampires ont bien des problèmes d'humains. Et pourquoi ça ne pourrait pas être le cas? Il faut que je te fasse un dessin là. Rappelons que le vampire est une créature surnaturelle, maudite entre autres par Dieu, car il s'est détourné de sa lumière, ce qui fait que maintenant le soleil est son ennemi. Normal. Et pour la même raison, pour rester en vie, il doit sucer du sang. Le sang animal peut étancher sa soif, ça reste rare, parce que c'est souvent un poison pour lui, car après tout, le meilleur reste le sang humain, en référence avec le meurtre de Caïn sur Abel par exemple. Le vampire a du temps, beaucoup de temps pour lui. Il reste solitaire la plupart du temps car il voit les gens mourir. Et si nouveau vampire il crée pour tromper son ennui, celui-ci peut très bien lui en vouloir et devenir une querelle s'étalant sur des décennies, créant possiblement une vendetta qui touche même parfois les humains. Un des rares univers tous médias confondus qui a réussi à réunir tous les stéréotypes pour en faire un amalgame intéressant, reste à mes yeux Vampire la Mascarade avec son monde des ténèbres. Elle prend tout ce qu'on connaît des vampires, elle en fait un univers cohérent, profitant pour glisser quelques tacles bien sentis, comme les Bela Lugosi par exemple, pour que l'on puisse avoir un univers vampirique crédible, tout en interprétant ceci dans un univers proche du nôtre. Quant à toi la Fée des Bois, tu comprendras que je ne te vois pas tout à fait comme un vampire, mais plutôt comme un hybride raté. J'ai jamais dit que je te laisserais en vie, c'était trop tentant. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Geek Librairie. J'espère que celui-ci vous aura plu, que maintenant vous ne verrez plus les vampires comme des potentiels clichés sur pattes. N'hésitez pas à faire savoir dans vos commentaires ce que vous trouvez cliché chez les vampires. Oui, j'ai encore tapé sur le Twilight, mais bon, c'était trop tentant.
Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit tip, le nom des tipeurs apparaît à l'écran. Lâchez le petit pouce bleu des familles, vous savez ce qu'on dit. D'ici là, maintenant, ayez toujours un livre à portée de main, restez éloigné des clichés, et surtout, rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.